À l'ère du numérique, communiquer ne se limite pas seulement à être présent sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, la visibilité, la crédibilité et même la survie des entreprises dépendent d'une stratégie digitale bien pensée. Pourtant, certaines entreprises ne mesurent pas l'impact réel que cela peut avoir dans leurs entreprises. Et pour mieux comprendre justement l'importance de la communication digitale, nous recevons pour vous aujourd'hui Yusto Kilabi, qui est consultant en communication digitale et stratégique. Et avec lui, nous allons parler métier du numérique et les opportunités que peuvent offrir le secteur. Alors, je me tourne vers lui pour lui dire bonjour. Bonjour Madame Mouchinga. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet de ce numéro, est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement, histoire de permettre aux téléspectateurs de vous connaître? Merci pour l'opportunité. Moi, c'est Yusto Kilabi. Je suis consultant en communication. Cela fait presque 5 ans. C'est juste après le confinement que je m'étais lancé professionnellement, sachant que notre métier, il n'y a pas d'études ou soit un vrai cadre, surtout au Congo, qui te permet de t'émanciper dans la communication. Donc, je le faisais depuis bien avant. C'est en 2020, je crois, 2021, que je me suis officiellement lancé sur le plan professionnel. Donc, c'est un peu ça. Et le reste, on va le découvrir au fil du temps. Voilà. Étant donné qu'on parle de communication digitale, on ne peut pas parler d'une chose sans pour autant comprendre qu'est-ce que cela veut dire. Vous qui exercez dans le métier, comment pouvez-vous nous expliquer ce que nous pouvons entendre par communication digitale pour une meilleure compréhension aussi pour les téléspectateurs? La communication digitale, je vais donner un exemple tout bête. Vous avez votre marchandise, vous postez votre marchandise sur les statuts WhatsApp. C'est une communication digitale. Quand on parle de communication digitale, c'est juste une nomenclature qu'on donne à la chose, mais dans le concret, on le vit tous les jours. Une maman qui vend des tomates, elle poste ça sur WhatsApp. C'est de la communication digitale. Et après, maintenant, il faut un accompagnement pour ça. Une autre façon de communiquer, vendre ce que nous avons, le faire connaître au grand monde à travers les social media, les différentes plateformes numériques. Voilà, vous l'avez dit tout à l'heure que c'est en 2020, ça fait 5 ans déjà que vous exercez dans le secteur. Qu'est-ce qui vous a conduit justement vers ce métier? Voilà, beaucoup se lancent dans la communication, mais vous avez choisi spécifiquement la communication digitale. Qu'est-ce qui vous a motivé? Je pense que c'est depuis le bas âge. Je me souviens, c'était en 2008 ou 2007 que j'ai touché pour la première fois à un ordinateur. À l'époque, c'était des Windows Vista. Directement, j'ai été vraiment amené dans ce monde-là. Et en grandissant, je me suis plus concentré sur les réseaux sociaux. J'avais compris qu'au Congo, nous avons un grand défi. Quand vous regardez la population congolaise, nous sommes à plus de 100 millions d'habitants. Pourtant, il n'y a que 30% de la population qui est connectée sur Internet. Et on se rend compte que ces 30%-là, on ne le maximise pas assez. Du coup, il y a des gens qui ont des produits, surtout nos jeunes mamans qui sont dans l'entrepreneuriat. Elles ont des produits, mais elles ne savent pas comment communiquer sur ce produit-là. Alors, je me suis dit, je dois plus me focaliser sur ça parce que déjà, j'avais reçu une formation en communication, ce qu'on appelle SIC, donc Faculté des sciences de l'information et de la communication, où on nous préparait déjà dans la communication. Mais je me suis plus lancé là parce que c'est quelque chose que j'aimais d'abord. Oui. J'aimais vraiment communiquer et j'aimais le fait de communiquer une pensée et que cette pensée-là puisse toucher la personne. Et je me suis dit, je dois maintenant plus aller dans la communication digitale où je dois accompagner les entrepreneurs, les entreprises et même les organisations. Donc, premièrement, j'ai aimé ça et deuxièmement, il y a l'argent aussi. Et pourquoi Donc, seulement les deux? il y a aussi l'argent. Ouais. Oui, on voit bien, vous dites, voilà, on comprend que c'est un métier qui est rentable pour vous. Alors, quelle est justement cette différence? Parce que vous avez dit tout à l'heure que la communication digitale, c'est voilà, lorsque quelqu'un publie un bien ou un service sur ses réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a une différence entre cela et une stratégie digitale comme voilà, les services que vous Oui. proposez en tant que vous proposez aux individus, aux entreprises? Est-ce qu'il y a une nette différence entre ces deux concepts? Il y a une très grande différence. Lorsque vous publiez quelque chose sur WhatsApp, les correspondants ne sont pas vos clients. Les correspondants, ce sont les personnes avec qui vous vivez.
Et quand il y a une stratégie, donc nous appelons ça un plan de communication digitale, on étudie d'abord le marché. On s'est dit, OK, actuellement, le réseau social qui est le plus utilisé, c'est TikTok. Pourtant, tout le monde sait que Facebook, Facebook, on prend Meta, qui est le géant des social media, mais actuellement, c'est TikTok qui est à la mode. Donc, on étudie d'abord le marché. Oui. On s'est dit, OK, cet entrepreneur, par exemple, il veut vendre des vêtements. Quelle est la plateforme qui est adéquate où il peut avoir facilement des clients? On s'est dit, actuellement, à Kinshasa, c'est TikTok qui est en vogue. Donc, on va plus conseiller à cet entrepreneur-là d'aller sur la plateforme TikTok. Et après ça, nous allons maintenant étudier sa cible. Parce que TikTok, c'est un marché. Et dans chaque marché, il y a une cible. On se dit, sur TikTok, au Congo, il y a combien d'utilisateurs? Parmi ces utilisateurs-là, est-ce que ce sont les mamans, ce sont les jeunes papas? Toute cette catégorie, on essaie de catégoriser. Et sur base de ça, nous allons lui proposer un plan de communication qui est adéquat à sa cible et aussi à son secteur d'activité. Donc, c'est ça la grande différence par rapport à une personne qui se réveille un matin, il pose des vêtements sur son statut, il ne se rend pas compte au fait de l'impact et il n'a pas mieux étudié le marché. Par contre, quand vous préparez un plan de communication, vous devez étudier toutes ces choses-là pour mieux convaincre le client et aussi mieux les satisfaire. Donc, vous voulez dire par là qu'on ne peut pas se passer, par exemple, d'un consultant comme vous. Si, voilà, je tenais, par exemple, aujourd'hui à monter une petite entreprise, donc obligatoirement, dois-je passer par un consultant en communication ou qu'est-ce que vous conseillerez dans ce cas? On dit souvent que le savoir a un prix, mais vous savez aussi que l'ignorance coûte cher. Et vous pouvez commencer une chose, vous vous êtes lancé dans l'entrepreneuriat, vous avez votre propre entreprise, mais à un moment donné, vous serez bloqué. Justement, je peux l'expliquer parce que vous pouvez engager un designer. Je donne un exemple tout bête. Par exemple, votre frère, il fait le graphic design. Vous lui dites, OK, étant donné que tu fais le graphic design, tu viens chez moi, tu m'aides à faire des affiches et après, on va poster ça sur les réseaux sociaux. Celui qui fait les designs graphiques, il n'a pas étudié le marché. Il pose ça sur les réseaux sociaux, mais il pose ça pour qui? Ce post-là va toucher quelle cible? Lorsque vous allez faire l'évaluation de votre communication, vous allez la faire sur base de quoi? Les indicateurs seront sur base de quoi? C'est pourquoi il faut toujours se faire accompagner par des professionnels, des gens qui savent qu'est-ce que Instagram peut mettre en avant, qu'est-ce que TikTok peut mettre en avant, qu'est-ce que Facebook peut mettre en avant, afin de mieux cibler votre audience. Je peux dire qu'actuellement, là, avoir beaucoup de followers, ce n'est pas très important. Pourquoi je dis cela? Vous pouvez avoir 50 000 followers, mais parmi ces 50 000 là, il n'y a que 10 ou 20 personnes qui consomment votre produit. Le ratio, il est trop bas. Contrairement à une personne qui a 900 followers, mais sur 900 followers, il y a 500 personnes qui consomment son produit. Le ratio, il est plus élevé. Donc, pour toutes ces choses-là, il faut se faire accompagner par des gens qui maîtrisent mieux ces secteurs-là. Justement, parlons d'accompagnement. Vous, qu'est-ce que vous faites concrètement justement pour voilà, aider ces entreprises qui viennent vers vous? Qu'est-ce que vous faites? Comment faites-vous pour monter une stratégie? Parce que je ne pense pas que c'est la même stratégie que vous montez pour chaque entreprise. Donc, il y a certainement une spécificité justement qui peut correspondre à chaque entreprise. Comment vous faites concrètement pour vous démarquer justement des autres? Sur ça, je vais vous donner un exemple. J'ai eu à travailler avec une entreprise qui est, bon, malheureusement, elle est actuellement à Goma. Cette entreprise plutôt, elle œuvre dans les secteurs de l'apiculture. Donc, elle a ses propres ruches, elle encadre les apiculteurs. Et cette entreprise-là m'avait contacté pour que nous puissions établir une campagne publicitaire concernant la vulgarisation de ces cartes, parce qu'elle avait apporté une innovation dans l'apiculture où elle distribuait des cartes aux différents apiculteurs afin que soient mieux structurés et aussi la traçabilité de leur miel. Lorsqu'elle est venue nous voir, on s'est rendu compte que cette entreprise-là, c'est vrai, elle possède sur les réseaux sociaux, mais sa cible est une cible qui n'utilise pas les réseaux sociaux. Donc, elle cible les apiculteurs. Mais vous postez, votre communication est centrée sur Facebook, sur WhatsApp et sur les réseaux sociaux. Pourtant, ces apiculteurs-là n'utilisent pas ça. Alors, qu'est-ce que nous faisons? Il y a ce qu'on appelle la haute technologie et la basse technologie. Nous avons mis en place une stratégie où il fallait que nous puissions atteindre ces apiculteurs-là via des SMS. Parce qu'on s'est dit, c'est vrai que vous voulez poster sur les réseaux sociaux, mais un apiculteur qui est à des kilomètres, qui est dans un milieu rural, ou déjà avoir juste le réseau normal, pas les mobile data, c'est un problème pour le client.
mais vous voulez poster ces choses-là sur les réseaux sociaux. Alors nous sommes descendus ce qu'on appelle la basse technologie, où il fallait que nous puissions mettre des messages en place, des messages bien programmés, où on dit à l'apiculteur, par exemple, ta ruche est située à tel kilomètre, ta ruche a besoin que tu ailles surveiller. Ces petites choses-là ont fait assez que l'entreprise s'est rendue compte que pendant beaucoup de temps, elle concentrait sa force sur quelque chose qui n'était pas au fait adéquat par rapport à sa cible. Donc lorsque le client vient nous voir, nous essayons d'étudier le marché dans lequel le client veut se lancer. Parce que chaque marché a ses propres réalités et chaque cible aussi a ses propres réalités. Donc c'est sur base de ça que nous étudions et nous proposons quelque chose qui est adéquat au client. Donc si aujourd'hui une entreprise tient à réussir, tient à atteindre sa cible, donc on peut dire que elle ne peut pas se passer justement de la communication digitale, c'est dans ce que vous venez de Actuellement, nous expliquer. c'est impossible. Actuellement, là, pour une entreprise, si elle veut vraiment émerger, elle est obligée d'être sur les réseaux. Parce qu'on voit déjà de 10 à 70 ans, tout le monde est sur les réseaux sociaux. Vous allez trouver un papa qui a 70 ans, 80 ans, il utilise les réseaux sociaux. Donc, c'est vraiment impératif. Et déjà, tout le monde, actuellement, est coaché sur son téléphone. Donc, c'est impératif pour un entrepreneur, une entreprise, d'être sur les réseaux sociaux. Oui, voilà. Mais j'aimerais comprendre ensemble avec les téléspectateurs le rôle justement du consultant. Quel est le rôle justement que ce consultant joue au sein d'une entreprise, au sein d'une organisation? Parce que vous ne travaillez pas qu'avec des entreprises, vous travaillez aussi avec des organisations. Quel est le rôle que vous jouez, clairement? Le rôle du consultant, c'est de mieux diriger la communication et d'apporter une certaine visibilité, soit en entreprise ou soit à l'organisation. Il y a aussi une entreprise dont je veux plus illustrer avec ce que j'ai eu à faire par rapport à mon expérience. Ouais. La même entreprise avec laquelle j'ai eu à travailler, elle voulait postuler sur une opportunité pour la COP. Bon, je pense que plusieurs entrepreneurs savent, au fait, la COP. La COP, c'est une plateforme qu'on a mise à la disponibilité. Au fait, ça s'organise à travers le monde, où plusieurs entreprises peuvent postuler afin que ces entreprises-là soient subventionnées pour être accompagnées par la Banque mondiale. Donc, cette dame-là, elle me contacte, la même entreprise qui était dans le secteur de l'apiculture. Là, elle me dit, OK, maintenant, là, il y a une opportunité de la Banque mondiale. Comment est-ce que nous allons faire? Là, la stratégie, elle change. Mon objectif maintenant, là, c'est lui apporter la visibilité sur la scène internationale. Là, on quitte le Congo, on va à l'international. Là, je regarde au fait ce que la Banque mondiale cherche en ce moment. La Banque mondiale, en ce moment, cherche les entreprises qui sont dans la lutte ou soit la conservation de l'environnement. Donc, tout ce qui est catastrophe naturelle, c'est dans ça que la Banque mondiale est en train de financer et est en train de subventionner. Donc, je dis à la dame, OK, vous voulez postuler à la Banque mondiale, mais ce que nous devons plus mettre en avant, c'est que hormis le miel que vous produisez, il y a d'autres produits qui sont divers, d'autres produits qui sont issus de la ruche, par exemple la cire d'abeille. Il y a plusieurs choses qui sont par exemple la pommade. Et autour de la ruche, vous faites par exemple les plantes maraîchères, certaines plantes que vous mettez en avant en fait, ou vous plantez aussi d'autres arbres, de sorte que quand la Banque mondiale va regarder votre communication, votre façon de voir, avant même de lire votre projet, elle a déjà une idée globale sur ce que vous faites. De sorte que quand vous viendrez avec votre projet, le projet va passer au fait facilement. C'est dans ce sens-là où, au fait, le rôle du consultant, c'est d'orienter cette communication-là afin d'atteindre la cible que le client dont le client a besoin. C'est dans ce sens-là que moi, au fait, je travaille plus avec les organisations. Et même en parlant des organisations, il y a certaines organisations, plus les ONG, qui sont en fait dans plusieurs secteurs, dans plusieurs filières. Une ONG vient par exemple me voir et me dit, OK, il y a une opportunité par exemple de CAF America. C'est une structure des Américains qui veut au fait subventionner ou soit financer une organisation, mais j'aimerais postuler à ça. Comment est-ce que nous allons orienter cette communication-là? Actuellement, je pense que vous êtes témoin de ce qui se passe au niveau de Kinshasa avec les catastrophes naturelles où il y a, là, quand il pleut juste pour 30 minutes, là, c'est une catastrophe dans la ville de Kinshasa. Au fait, cela sera un levier pour cette organisation-là. Pourquoi? Parce que lorsqu'on regarde CAF America, elle va subventionner des entreprises qui sont dans le risque des catastrophes naturelles, des entreprises qui sont faites dans des projets d'urgence, et la communication sera dirigée dans ce sens-là. De sorte que quand CAF America va voir l'entreprise sur les réseaux sociaux, sur les sites internet, directement CAF America comprend
ce que fait l'entreprise, de sorte que quand l'organisation plutôt, de sorte que quand l'organisation viendra avec un projet, directement CAF America sait reconnaître que ce projet est pour cette organisation fait ceci ou cela. Donc c'est ça le rôle du consultant. Voilà, alors dans le secteur justement de la communication digitale, quels sont les métiers qu'on peut y retrouver? Est-ce qu'il y a un consultant, c'est un homme à tout faire ou il se fait aider par d'autres personnes? Effectivement, la consultance, en fait, elle prend beaucoup d'angles. Par exemple, quand vous prenez juste la communication digitale, on prend juste la communication digitale, la création d'un contenu. Lorsque vous voulez créer un contenu, il faut qu'il y ait le graphiste designer, une personne qui est là pour créer les contenus et une personne là qui est le community manager. Donc une personne qui doit gérer les réseaux sociaux. Il y a aussi le webmaster. Donc c'est toute une équipe. Quand je me présente là, derrière moi, il y a 5 ou 6 personnes. Donc c'est un travail titanesque de sorte qu'un consultant en fait, ne peut pas le faire. Donc il est obligé d'être accompagné. Par exemple, pour des organisations, des entreprises qui sont bien assises, nous avons besoin des vidéastes. Parce que pour faire des spots publicitaires, il faut que vous ayez un vidéaste qualifié. Donc c'est toute une équipe au fait. Ok, mais j'aimerais quand même savoir, est-ce que dans, par exemple, le visuel que vous créez, on peut aussi l'intégrer dans le même ordre d'idée de communication digitale ou Oui, effectivement, ça fait partie aussi de la communication digitale. Parce que la communication digitale, c'est la création des contenus. Donc il y a des visuels, il y a des vidéos, il y a des spots publicitaires. Tout ça fait partie de la communication digitale. Voilà, alors vous êtes consultant qui exerce en République démocratique du Congo, parce que vous m'avez dit que vous êtes souvent entre Goma, Kinshasa. Est-ce qu'il y a des défis auxquels vous faites face justement dans l'exercice de votre métier, surtout que votre métier demande Internet, Internet de bonne qualité et que voilà, d'ailleurs récemment on observe que la population se plaint même de la dégradation de la connexion. Est-ce que voilà, il y a des défis comme ça auxquels vous faites face? Vous avez besoin d'être plus rapide et efficace dans votre travail, mais il y a des freins qui vous empêchent justement d'atteindre cet objectif-là. Effectivement, au Congo, nous avons plusieurs défis. Déjà, quand nous prenons les réseaux sociaux, ce qui est choquant avec les clients, certains clients, ils viennent vous voir, ils vous disent par exemple, non, j'aimerais me lancer sur TikTok. Quand est-ce que je serai payé sur TikTok? Ça, c'est un défi. Pourtant, TikTok au Congo ne rémunère pas. Il faut faire comprendre aux clients que TikTok au Congo ne rémunère pas. Peut-être le client, il est tombé sur une vidéo TikTok où on lui dit que non, TikTok va te payer de l'argent. Pourtant, au Congo, TikTok ne rémunère pas. Et à part ça aussi, récemment, j'avais fait un long voyage, en plus très pénible, c'était au Maniema. Où il fallait que, c'était un projet qu'on avait lancé avec l'organisation dans laquelle je travaille actuellement, où il fallait que nous puissions lancer des projets au Maniema. Et il fallait parcourir près de 600 km en moto. Et quand je dis en moto, mais les routes, elles sont délabrées. L'objectif, c'était que j'aille récupérer du contenu sur place, que nous puissions passer le live sur place. Mais comme vous en doutez, là où j'étais, c'était dans des villas, dans des milieux tellement reculés, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de connexion Internet. Pour utiliser une connexion Internet, il fallait parcourir des kilomètres. Donc tu prends une moto, tu vas en hauteur. Là, tu peux avoir une connexion 3G, même pas la 4G. Donc ce sont vraiment des défis. Heureusement qu'actuellement, il y a maintenant Starlink qui nous permet, au fait, partout où on se trouve, on peut avoir accès à Internet. Mais seul l'accès à Internet ne suffit pas. Au-delà de ça, il faut avoir aussi de l'électricité parce que tu peux avoir l'Internet, mais sans l'électricité, ça ne marche pas. Donc, il y a vraiment plusieurs défis. Et à part ça aussi, quand on va sur les réseaux sociaux, la création des contenus. Lorsque vous créez, par exemple, un contenu sur... vous allez, par exemple, en Angola, vous trouverez que sur Instagram, il y a de la musique. De la musique, oui. Quand vous revenez ici au pays, on vous dit audio non disponible. Pas disponible, oui. Donc, ce sont des défis. Pourtant, même pour les artistes, quand vous mettez déjà un son pour l'artiste, pour lui c'est bénéfique, ça le vend. Et même pour nous aussi, quand vous mettez une chanson qui est dans le top tendance, vous avez cette assurance-là d'avoir de la visibilité sur le poste. Mais on vous dit que la chanson est indisponible. Donc ce sont des petits défis où en tout cas nous encourageons le gouvernement. Parce qu'à un autre niveau, on ne peut rien y fermer. Comment faire justement pour relever ce défi En fait, relever, je pense que le plus important serait de signer des partenariats avec ces firmes-là. Parce que quand vous voyez Meta c'est une entreprise tellement grande que
Si vous allez au Nigeria, on peut déjà rémunérer sur Facebook. Sur ces plateformes-là, Facebook, même sur X au Congo, on ne rémunère pas. Donc je pense que le gouvernement, c'est à eux d'aller voir ces entreprises-là. Parce que jusqu'à présent, je ne vois pas l'intérêt pour lequel Facebook peut venir au Congo et rémunérer les créateurs de contenu congolais. Il doit avoir quelque chose de bénéfique. Je m'excuse, quelque chose de bénéfique. Comment je peux expliquer ça? Eux, ce sont des capitalistes. Quelque chose d'attractif qui oui, va les attirer. Oui, c'est dit, ok, si je viens rémunérer les créateurs de contenu congolais, qu'est-ce que je vais gagner en retour? Parce que quand ils rémunèrent des créateurs même kenyans, vous allez au Kenya, dès que vous allez sur YouTube, il y a de la publicité, je vous dis, mais vous ne pouvez même pas faire 2 minutes sur YouTube, il y a de la publicité. Cette publicité-là permet en fait à YouTube de financer ses propres projets et rémunérer aussi les créateurs de contenu. Mais au Congo, il n'y en a pas. Donc c'est vraiment difficile, c'est au gouvernement d'aller voir ces firmes-là, échanger avec ces firmes-là et voir dans la mesure où ils peuvent au fait aider même les créateurs de contenu et nous faciliter aussi nous à travers ces secteurs-là. Voilà. Aujourd'hui, peut-on dire qu'on peut faire du numérique voilà, sans pour autant avoir fait une formation universitaire. Comme vous l'avez dit, vous avez fait de la communication, mais la partie digitale, je dirais que c'est une connaissance que vous avez acquise vous-même. Comment vous vous y êtes pris pour y arriver? En fait, quand j'étais à la faculté, en fait, quand je faisais la communication, en parallèle, j'étais dans le graphic design, donc je faisais un peu de Photoshop et tout. Et après, il y avait eu une opportunité avec une boîte de consultance pour déjà répondre à la question, oui, on peut faire le numérique sans avoir un bagage peut-être universitaire, mais le minimum, au moins, savoir lire et écrire. Ça, c'est important pour faire en fait, le numérique. Parce que là, ça va vous aider au fait, à mieux comprendre. Donc moi, pour mon cas, il y avait une opportunité au fait, à Nairobi, il y avait une boîte de consultance. Même moi, j'étais choqué. Normalement, ce sont des formations qui coûtent énormément cher. Et là, j'étais entré sur leur site. J'ai vu qu'ils étaient en promotion pour la formation. Et je me suis dit, en tout cas, ça, c'est une occasion. Tant qu'ils sont en promotion, là, je vais essayer de faire une formation. C'est comme ça que j'ai fait la formation. Et après ça, je me suis lancé au fait dans d'autres entreprises. Donc, la formation, elle portait au fait sur la communication numérique, donc communication digitale, axée sur les entreprises, où on te dit comment une entreprise doit communiquer. Et après, bon, Mais est-ce que vous avez senti en ce moment-là que le numérique, dans quelques années, deviendrait un secteur justement créateur d'emplois, ou c'était juste comme ça sur un coup de tête, où vous avez déjà eu la vision bien avant d'y arriver? Non, honnêtement, pour ne pas me vanter, j'avais déjà la vision. Parce que quand je voyais l'explosion de TikTok, je me disais, non, là, il y a quelque chose. Parce que je me disais, mais je me souviens, c'était en 2008 où quand je me suis inscrit pour la première fois sur Facebook, je rentre à la maison, je dis à ma mère, non, je suis sur Facebook, elle me dit, non, ça c'est pour le diable. Et quelques années plus tard, je scrolle sur Facebook, je vois son profil. Je me dis, là, sûrement tout le monde finira sur les réseaux sociaux. Et autant mieux être parmi les premiers qui vont s'y jeter pour, en fait, pas éliminer la concurrence, mais en fait bénéficier des premiers clients et les fidéliser aussi. Donc, je voyais déjà combien est-ce que la communication digitale dans les années qui viennent, elle sera indispensable pour les entreprises. Voilà, Monsieur Yusto Kilabi, j'aimerais quand même poser une question. Voilà, selon des statistiques, on dit que d'ici 2030, 230 millions de métiers en Afrique seront voilà, liés seront des métiers liés justement au numérique. Qu'est-ce que justement vous pouvez dire aux jeunes qui veulent se lancer dans le métier du numérique? Formez-vous, c'est très important. En fait, moi, quand j'ai commencé ça, dans ma tête, je me disais que je suis un professionnel. Je me disais que je suis vraiment un professionnel et tout, je maîtrise la chose. Mais lorsque j'ai rencontré des professionnels, des gens qui ont, par exemple, la personne qui nous formait, elle avait travaillé chez Microsoft. Quand elle vous raconte son parcours, vous dites, mais non, là, moi encore, j'ai rien du tout. Donc, ce que j'ai fait là, en tout cas, ça n'a rien à voir avec la communication digitale. Et donc, l'expérience et l'expertise de la personne que nous avait formée, ça a forgé la personne que je suis aujourd'hui. Actuellement, on s'est dit qu'on se réveille un matin, je crée un compte sur Instagram, un compte sur TikTok. Par hasard, ça peut péter, c'est bon. Le problème, ce n'est pas que non, j'ai des milliers d'abonnés. Le problème, c'est fidéliser ces abonnés-là. Tout d'un coup, tu peux avoir une vidéo, soit un contenu qui devient viral, c'est bien.
Mais après, quand il n'y a pas de plan, c'est vraiment compliqué d'évoluer dans ce domaine. Et surtout, lorsque vous êtes dans ce domaine, ne confondez pas plutôt les créateurs des contenus et les consultants en communication. Ça, c'est très important. Parce qu'au Congo, Quelle est la nuance, justement, au Congo, entre les nous deux? avons tendance à... Un créateur des contenus, c'est quelqu'un qui est là, entre guillemets, parce que même au Congo, ce sont des termes qui sont tellement confondus et mélangés. On mélange avec un créateur de contenu à un influenceur à un community manager, un consultant en communication. Lorsque vous êtes consultant en communication, vous n'êtes pas là pour vous mettre vous en avant, non. Vous êtes là pour mettre l'entreprise en avant. Ça, c'est déjà une nuance entre un consultant en communication et un influenceur. Pourtant, l'influenceur, c'est lui le produit. Il se met en avant, il signe des contrats avec certaines marques pour mettre ces marques-là en avant. Mais le produit de base, c'est la personne, c'est cet influenceur-là. Lorsque vous prenez les créateurs de contenus qui sont énormes ici au Congo, les créateurs de contenus, ce sont des gens qui vont buzzer sur la polémique, qui vont buzzer sur l'actualité, mais qui n'ont aucun fond. Lorsque vous leur demandez, par exemple, comment je peux dire, leur système de rentabilité, ils ne savent même pas. Donc lui, il est là quand il y a quelque chose qui va buzzer, il va créer du contenu sur ces buzz-là. C'est un créateur de contenu. Et quand vous prenez par exemple un community manager, le community manager, lui, il est là uniquement pour gérer les comptes des entreprises. C'est tout comme travail. Quand il y a un client qui contacte, il répond, c'est tout. Donc, il faut vraiment nuancer les choses, de sorte à ne pas tomber dans ce qui est créateur de contenu et directement vous autoproclamer. Non, je fais de la communication digitale, je suis devenu... Non, 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 non. C'est très important de se faire former et de se faire accompagner. Ça, en tout cas, c'est très important. Et vous parlez justement des médias africains. Ça, c'est une chose que... En fait, je l'avais déjà remarqué depuis longtemps. J'échangeais même avec un journaliste de la place. Bon, je ne vais pas parler de leur média, mais lorsque je grandissais, c'était vraiment un média qui était au top. En tout cas, tout le monde parlait de ce média-là. Mais actuellement, on se rend compte que ces médias n'ont pas su migrer, donc quitter du traditionnel au numérique. Parce qu'actuellement, quand vous regardez plusieurs médias, c'est rare de trouver des gens assis devant leur télé en train de regarder les médias traditionnels. Il va regarder ce média traditionnel sur YouTube. Il va regarder ces médias traditionnels sur différentes plateformes. Donc, lorsque on est un média, il faut vraiment prendre en considération le numérique, savoir vraiment migrer, savoir faire cette transition-là du traditionnel au numérique pour espérer, en tout cas, durer dans le temps. Parce qu'actuellement, je vous dis, quand vous prenez France 24, personnellement, je ne regarde pas trop. Il y a un créateur de contenu français, Hugo Décrypte. Chaque jour, il vous fait des informations. Donc, vous sentez que la chose qu'il fait, c'est plus pour la génération actuelle. Il vous informe tout en vous divertissant. Et tu dis, bon, là, j'ai compris. Je ne vais pas aller sur France 24 où il y a... Non. Donc, ce sont ces choses, ces petites choses-là. En fait, actuellement, on peut se dire, non, YouTube, ce n'est pas important, mais dans les années qui viennent, ça sera indispensable. Et déjà, ce qu'on est en train de voir, c'est qu'à la télé, les gens passent plus de temps sur YouTube que sur les médias traditionnels. Voilà, je le disais d'ailleurs tout à l'heure, en termes de rentabilité d'ailleurs, parce que j'ai lu quelque part, vous avez dit que vous êtes passé d'un contrat à 2 chiffres à 6 chiffres, donc on voit que ça va de votre côté. Et voilà, il y a des jeunes justement qui se questionnent, peut-être qu'ils ont cette envie-là aussi de se lancer, mais ils ne savent pas comment faire, peut-être qu'ils hésitent encore, ils se demandent bien, est-ce que, bon, si je me lance, ce sera quelque chose de rentable? Est-ce que, voilà, j'essaye pour rien? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Je pense qu'au début, ils vont galérer. Ça, c'est sûr. En tout cas, vous êtes sincère. Ah oui, ça, c'est sûr. Au début, honnêtement, ils vont vraiment galérer parce que le marché du numérique, il est devenu un marché très compétitif. Très compétitif. Au début, ils vont galérer, mais c'est mieux d'investir dans sa connaissance que d'investir. On peut avoir, par exemple, de l'argent, on s'est dit, OK, je vais acheter un bel ordinateur, des belles caméras, mais ça, ce n'est pas important qu'investir dans son savoir. Donc, au début, avant de commencer, en tout cas, mettez-vous d'abord en tête qu'est-ce que vous voulez faire dans le numérique, parce que le numérique, il est tellement large. Qu'est-ce que vous voulez faire? Quel est votre objectif? Parce que si vous vous lancez parce que j'ai mon cousin qui a réussi dans ce domaine, honnêtement, vous allez venir, vous allez vous rendre compte que vous pouvez signer un contrat à 5 chiffres
Mais au final, vous vous retrouvez, vous là, vous l'avez signé à 5 jours, mais les dépenses, parce que pour avoir une bonne vidéo, il faut un vidéaste. Donc, les dépenses que vous allez faire, au final, vous vous retrouvez avec des miettes. Pourtant, le contrat que vous avez signé, si vous l'auriez dit à votre maman, elle aurait dit, mais tu devrais normalement te marier, ou soit t'acheter une maison. Mais c'est vraiment un marché très compétitif et où il faut de la qualité et du sérieux dans le travail, ce qui fait qu'on dépense énormément beaucoup d'argent dans le contenu. Mais au final, c'est vrai que ça paye bien. Mais formez-vous, ça je le répète en tout cas. Formez-vous, c'est très important. C'est très important. On ne se lance pas dans une chose parce qu'on a vu tel réussir dans la chose, mais on se lance dans la chose parce qu'on aime la chose et on s'est d'abord formé pour la. Ce n'est pas pour rien qu'on passe d'abord au banc de l'école avant de se lancer dans le monde professionnel. Donc, formez-vous d'abord avant de vous lancer. Voilà, et aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, est-ce que on peut dire que votre travail est un peu menacé? Parce que certains se disent, bon, avec l'intelligence artificielle, je peux tout faire, je peux me passer de payer, par exemple, un consultant, alors qu'avec avec l'intelligence artificielle, avec mon téléphone, je peux facilement essayer de trouver des solutions, des pistes de solutions qui vont me permettre d'avancer. Est-ce que votre travail est menacé par rapport avec l'intelligence artificielle? Je dirais pas ça. Pourquoi? Je vais vous donner un exemple tout bête. Prenez un professionnel, un militaire qui a reçu une formation, vous lui donnez un AK-47 et vous lui demandez d'aller à la guerre. Sûrement, ce militaire-là, il va tuer quelques ennemis. Prenez cette même arme, donnez-la à quelqu'un qui n'a pas fait de formation. Vous lui dites, ok, tu prends cette arme, tu vas à la guerre. Sûrement, il va tuer les gens, mais au bout de 2 minutes, directement, il va attraper une balle, soit il sera à vie déchargé. C'est pourquoi je dis ça. Parce que quelqu'un qui a reçu une formation et qui utilise l'IA, donc l'intelligence artificielle, cette personne-là, sa façon d'utiliser l'intelligence artificielle, elle sera différente de quelqu'un qui n'a pas reçu de formation. Parce que quelqu'un qui a reçu une formation, il sait déjà ce qu'il est en train de chercher quand il va faire il va en fait utiliser l'IA. Il sait déjà à quoi il s'attend. Par contre, quelqu'un qui n'a pas reçu de formation, il s'élève, ok, j'aimerais faire un post sur telle chose, propose-moi. Il te propose, il va générer quelque chose, tu prends ça, tu postes. Par contre, quelqu'un qui a fait cette formation, il ne va pas faire ça. Il aura déjà préparé quelque chose en amont. L'IA va tout simplement venir enrichir la chose, mieux diriger la chose afin qu'il ait des résultats que lui, il attend de l'IA. Donc c'est différent. Je ne dirais pas que le métier, il est menacé, mais je dirais plutôt aux gens qui sont dans ce même domaine de s'actualiser au fait. C'est important. Donc je ne combats pas l'IA. Non, 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 non. Donc l'IA, on peut dire que l'IA vous aide quand même dans l'exercice de votre... Mais je vous dis énormément, énormément. Parce qu'il y a des contenus pour lesquels on pouvait... Par exemple, on vous demande là de faire une campagne publicitaire, mais je vous dis, c'est vraiment quelque chose qui va vous prendre beaucoup de temps, des nuits blanches. Mais avec l'IA, ça vous facilite au fait. Vous pouvez regarder sur ce qui a déjà été fait, il vous propose autre chose. Au fait, moi, je ne peux pas combattre l'IA, mais il faut savoir en fait, travailler avec l'IA, donc c'est ça. Voilà, je vais quand même poser une question qui est d'actualité. La Chine a récemment décidé d'interdire certains logiciels étrangers justement sur son territoire. Et en regardant la Chine justement qui privilégie des solutions locales et qui veut se protéger, est-ce que la RDC peut apprendre justement de cette décision de la Chine pour sécuriser ses infrastructures et aussi réduire sa dépendance aux technologies étrangères? Je ne dirais pas que la RDC peut s'en inspirer parce que en RDC, nous avons encore plusieurs défis. Lorsque vous prenez, on rétropédale un peu, vous prenez Mao Zedong, lorsqu'il est arrivé au pouvoir en Chine, c'est quelqu'un qui a pris les étudiants chinois et les a envoyés en Occident pour aller se former afin d'acquérir une certaine connaissance pour venir aider la Chine. Actuellement, le niveau qu'a la Chine en termes de technologie, en termes du numérique, ils peuvent se passer des États-Unis, ils peuvent se passer de l'Union européenne. Pourtant, au Congo, non, on n'a pas encore atteint ce niveau-là. Et concernant même la Chine, je trouve que c'est une décision qui est radicale, mais le blocage sera au fait au niveau de l'innovation. Pourquoi je dis ça? Parce que lorsqu'on n'utilise pas un logiciel, il est difficile d'innover dans ce domaine-là. Donc je trouve qu'ils peuvent juste réglementer ce secteur-là afin de
permettre aux personnes qui sont dans ce domaine-là, parce que j'ai vu, il y a certains logiciels qui ont été suspendus en Chine. Donc, pour permettre à ces personnes qui sont dans ce domaine-là d'étudier ce logiciel et de le faire à la sauce de quoi ça? De la Chine. C'est la même chose que nous avons vu avec TikTok. Ce qu'ils ont pris, c'est Snapchat, ils l'ont fait à la sauce de la Chine et c'est devenu TikTok. Et aujourd'hui, c'est répandu partout à travers le monde. Donc, je trouve que suspendre ou soit refuser les logiciels, ça, c'est vraiment radical. Et l'idéal serait tout simplement On doit être réaliste, que Oui, nous oui. n'avons pas encore atteint Le Congo ce n'a niveau. pas... Nous n'avons pas encore les infrastructures de la Chine, non. La Chine, c'est à des années-lumière. Donc, je trouve que il faut que nous puissions d'abord travailler sur nous-mêmes et avoir des têtes assez que nous puissions faire ces genres de... Parce qu'actuellement, si on s'est dit que, OK, comme la Chine a... je donne un exemple, comme la Chine ne veut plus utiliser, supposons, DaVinci Resolve ou Salle Premiere Pro, nous aussi, on ne va pas utiliser. À la place, qu'est-ce que nous allons utiliser? Pourtant, Donc, il est important justement ça doit quand même nous interpeller, interpeller l'État, que nous devons aussi penser voilà, à mettre en place des solutions locales oui, oui, au cas où voilà, c'est ça ça. ne marchait pas. Oui, oui. Parce que c'est quand même quelque chose de très important. C'est quand même un manque qui est vraiment très présent ici dans notre pays, la RDC. Oui, oui. Parce que vous vous souvenez, il y a à un moment donné, Meta avait subi une panne mondiale. Nous en Afrique, on se disait, mais comment est-ce que nous allons communiquer avec les gens? WhatsApp ne marchait plus, Facebook, même, c'était la cata. Pourtant, en Chine, ils ont WeChat. Donc vous, il y a Facebook qui ne marche pour eux, ça ne leur dit rien. Ils ont WeChat, ils vont communiquer à partir de... Donc, eux, ils ont déjà des logiciels appropriés à la Chine et ils peuvent se passer des technologies de l'Union européenne, soit des États-Unis. Mais nous, en tout cas, ça doit vraiment nous interpeller que nous ayons des solutions uniquement propres aux Congolais. Des solutions comme dans quoi, par exemple? Dans beaucoup de choses. Par exemple, dans le numérique. Aujourd'hui, on ne sait pas, vous savez, à présent là, on ne sait même pas combien de Congolais sont sur les réseaux sociaux. Il y a combien d'utilisateurs. Donc, pour savoir ça, on doit recourir soit à TikTok. Donc, il faut demander à TikTok et TikTok puisse nous donner des statistiques. Mais non, on doit, au fait, innover dans ces domaines-là pour que nous puissions, au fait, dépendre uniquement des Congolais au lieu de dépendre de l'étranger. Parce que lorsque vous utilisez une solution qui est locale, ça vous aide aussi, au fait, à la cybersécurité. Parce que là, le gouvernement congolais peut mieux réglementer. Parce qu'aujourd'hui, sur TikTok, il y a tellement de dérives. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une réglementation sur TikTok. Donc, on ne sait pas comment demander à TikTok de bloquer telle ou telle chose parce que il n'y a pas de réglementation pour ça. Quand vous allez en France, il y en a. Il y a certains termes que vous ne pouvez pas dire sur TikTok en France. Dès que vous les dites, vous êtes automatiquement banni. Donc, ce sont des choses en tout cas qui doivent plus nous interpeller. Voilà, nous tendons déjà vers la fin de cette émission. Alors, nous voulons avoir votre dernier mot parce que là, vous venez là de nous démontrer l'importance de la communication digitale. Est-ce que vous avez un dernier mot à dire avant de nous quitter? Je pense que je pourrais plus m'adresser aux jeunes. Il y a, je vais vous donner mon histoire. C'était en 2019-2020. Il y a un monsieur avec qui je travaillais, on faisait une formation. Et ce qu'il m'avait dit, en tout cas, ça m'avait choqué à l'époque. J'étais allé chez lui pour une formation et il m'a dit, tu sais, Justo, d'ici 5 ans, si je te revois la même personne, je vais me moquer de toi, je ne t'aiderai jamais. Vous imaginez comment c'est dur. Là, c'était en 2019-2020. Au fait, sur le tas, je n'avais pas compris pourquoi il m'avait dit ça. C'était après qu'il m'a expliqué, il m'a dit, tu as le potentiel en toi, mais tu ne fais que négliger. Il y a certaines choses pour lesquelles tu n'as pas forcément besoin d'une formation ou besoin d'un certain niveau pour d'abord te lancer. C'est ce qu'il m'avait dit. Et après, justement, je l'ai compris. En fait, il y a certaines choses pour lesquelles comme je l'ai dit, on a besoin de se former, oui, mais tu dois d'abord te lancer. Parce que même la Bible nous dit, Dieu l'œuvre bénie, l'œuvre de vos mains. Donc, il faut qu'il y ait quelque chose entre tes mains pour que tu sois béni. Donc, il faut qu'il y ait quelque chose, un pas que tu as déjà fourni pour que tu reçoives même les aides d'autres personnes. Ou là, quelqu'un peut se dire, ok, la personne, elle est mieux dans le numérique, j'ai une certaine opportunité dans le numérique. Tu peux aller étudier, tu peux aller te former. Pourquoi? Parce que tu t'es déjà lancé. Mais lorsqu'on reste, on se dit que non, le gouvernement ne nous donne pas d'emploi. Moi, je commence à demander l'argent par-ci, par-là. En tout cas, ça, ce n'est pas la solution. Il faut juste regarder au plus profond de soi, qu'est-ce qu'on est capable de faire. Tout le monde ne fera pas le numérique.
Il y a par exemple quelqu'un qui va se lancer dans le commerce, quelqu'un qui va faire autre chose, mais regardez en soi ce qu'on est capable de faire sans l'aide de quelqu'un d'autre. Et je pense que là, en tout cas, ça pourrait être un déclencheur et vous serez une bénédiction et pour vous et pour votre famille. Parce que c'est tout ce qu'on demande, être une bénédiction pour soi et pour sa famille. En tout cas, c'est le message que j'avais pour les jeunes. Voilà, merci à vous, Monsieur Yusto Kilabi, d'avoir répondu à nos préoccupations. J'espère que ce n'est Merci pas la beaucoup. dernière fois pour nous de vous recevoir sur ce plateau. Non, merci, c'est moi qui vous remercie. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Vous avez très bien compris, vous êtes chef d'entreprise, vous êtes créateur d'une start-up. Alors vous avez compris là qu'il est indispensable justement de se munir d'une stratégie de communication. Donc il est important justement de faire appel à des experts si vous souhaitez justement que votre entreprise puisse monter en puissance. Donc c'est ainsi que nous bouclons ce numéro. On se retrouve à la prochaine pour une nouvelle thématique. Au revoir et portez-vous bien.